Bon, on va pas se mentir, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder spoil intégralement la première saison de True Detective, et j'y spoil également le film Seven. Au vu des thèmes de la série en question, elle vous est déconseillée si vous êtes sensible à la violence, notamment faite aux enfants, aux violences sexuelles et accessoirement à tout ce qui a trait à la drogue ainsi qu'à la religion et aux sectes. Bon visionnage quand même. En 2014, un ancien peintre et prof de fac connu pour un unique roman crée une série pour HBO. L'histoire de deux flics dans un monde en décrépitude qui poursuivent un tueur en série. Et il faut que j'en parle. En partie pour rentabiliser le temps que j'ai passé à la regarder 2 fois en moins de 6 mois, parce que j'ai un mindset de capitaliste, et aussi parce que c'est trop bien. True Detective est une série télévisée en anthologie par saison, créée par Nick Pizzolatto, dont la première saison, celle qui nous intéresse aujourd'hui, compte dans les rôles principaux les acteurs texans Matthew McConaughey et Woody Harrelson. En 8 épisodes, on y suit une enquête de près de 30 ans qui démarre en 1995, quand les inspecteurs Hart et Cole de la brigade criminelle de Louisiane découvrent le cadavre de Dora Lange, mis en scène de manière macabre au milieu d'un champ. Cette enquête va les obséder jusque dans leur vie personnelle et professionnelle, d'autant plus quand ils vont se rendre compte que tout ceci est l'œuvre d'une menace bien plus tentaculaire et vicieuse que prévu. Sortie donc en 2014, la série constitue le pinacle de la stratégie de légitimation d'HBO, considéré comme le premier producteur de séries dites de Prestige TV. En gros, des séries télé aussi bien que des films. Ce qui a commencé avec Oz, The Sopranos ou The Wire a marché, et désormais les séries télévisées constituent des produits culturels aussi, voire plus considérés et appréciés que les films militaires traditionnels. D'ailleurs, on fait parfois plus trop la différence entre une longue série cinématographique et une longue série télévisée, notamment depuis la sortie de ces deux phénomènes massifs que sont l'univers Marvel au cinéma et Game of Thrones à la télévision. Game of Thrones qui est, au passage, aussi produit par HBO. True Detective saison 1 a aussi la particularité de n'avoir qu'un seul scénariste, son propre créateur, et qu'un seul réalisateur, Cary Fukunaga, ce qui permet aussi bien une homogénéité stylistique qu'un prestige de série d'auteurs. On entend parfois des discours se plaindre de l'avènement des séries télé comme source d'uniformisation, mais en vrai, regarder True Detective saison 1, c'est regarder un film de 7 heures découpé en épisodes. Si on suit ce raisonnement, on pourrait dire que les frères Karamazov c'est pas de la vraie littérature parce que c'était publié en feuilleton. Mais du coup, pourquoi c'est aussi bien True Detective, avec son synopsis ma foi fort peu original, et ses velléités de faire mieux que disons Amour, gloire et beauté? Et bah c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je suis Skull Kid, bienvenue dans les bois perdus. L'argument narratif de True Detective est d'une simplicité déroutante. On y suit un binôme de flics au tempérament opposé qui vont apprendre à mettre leurs différents côtés en s'alliant contre une figure maléfique représentée par un serial killer. Plus spécifiquement, la série renvoie au genre des thrillers apocalyptiques, qui sont en fait principalement résultants du succès d'un seul film, Seven, sorti en 1995. On y retrouve les deux flics que tout oppose, l'enquête ponctuée de meurtres morbides, la figure perverse du tueur en série qui orchestre le macabre, et l'environnement en décrépitude que l'on peut affilier à une représentation infernale. Pourtant, True Detective s'éloigne par plusieurs aspects du film séminal de David Fincher. Contrairement au pessimisme de ce dernier, dans lequel les personnages semblent insensibles, comme habitués à la violence qui les entoure, et finissent par céder à la tentation posée par le tueur, l'écriture de Pizzolatto est plus en empathie avec ses personnages. Somerset et Mills, les protagonistes de Seven, sont avant tout des figures. Ils sont les flics, des archétypes de fiction. De même, l'action se déroule dans une métropole sans nom, la ville, avec une majuscule. Et le tueur est l'exemple même du méchant à thèse, quasiment hors de la diégèse, comme un avatar du scénariste venant contredire les façons de penser des personnages. À la fin, il meurt, mais il gagne, parce qu'il a démontré son propos à Mills qui voit son monde s'écrouler. Les flics de Seven sont les sujets de l'expérience du tueur, tandis que ceux dans True Detective sont des témoins, des éléments étrangers à son plan qui visent à le comprendre et à le stopper. Seven reste un excellent film, là n'est pas la question, mais tout de même moins occupé par ses personnages que ne le sont les créateurs de True Detective. Il faut dire aussi que le temps long d'une série de 8 épisodes de plus de 50 minutes chacun permet mieux de développer les personnages qu'un film unitaire. Pizzolatto aurait eu une citation particulièrement éloquente sur sa démarche. Personne n'aurait financé une série où deux mecs discutent dans une voiture, alors j'ai mis un meurtre au milieu. Et ça, discuter dans une voiture, ils le font. C'est même une série particulièrement bavarde si on en croit les canons de l'écriture audiovisuelle. Mais ça n'enlève pas le travail visuel. La Louisiane, telle que filmée par Fukunaga, est laide. On oscille entre les paysages marécageux, les villages à l'abandon, peuplés de pauvres airs, et de sinistres décors industriels. C'est une véritable vision infernale où nombre de témoins et autres personnages secondaires semblent accablés par toute la misère du monde. Handicapés, blessés, pauvres, déviants d'une manière ou d'une autre. La victime est elle-même une prostituée droguée mariée à un néo-nazi prisonnier et qui semble avoir été embrigadée dans une secte avant de finir violée et exposée avec une couronne à bois de serre. Tout un programme.
Également, il est mis l'accent sur le côté labyrinthique et sauvage du sud de la Louisiane, bâti principalement sur le bayou et régulièrement dévasté par les ouragans. Il est souvent précisé que les locations ou les informations que cherchent les détectives sont dures à trouver. Le ranch de caravane où vivent les prostituées, l'église incendiée, et bien sûr Carcosa, le territoire du tueur, quasiment invisible à la population, dont son propriétaire dit lui-même que... Le monde de True Detective est un véritable labyrinthe que les protagonistes sont obligés de parcourir à l'aveugle pour y débusquer le Minotaure qui tue impunément. Comme les commentaires de Cole sur la religion le signalent, on est dans un monde ou une fraction du monde qui semble abandonné par Dieu, dans lequel les hommes se noient dans leur marasme ou se débattent pitoyablement pour s'en sortir. Et justement, en parlant de lui... Been that way since one monkey looked at the sun and told the other monkey, he said, for you to give me your fucking share. People. So goddamn frail, they'd rather put a coin in a wishing well than buy dinner. Rustin Spencer Cole, interprété par Matthew McConaughey, est pour beaucoup de spectateurs le principal point d'accroche avec la série. La meilleure attraction, si on peut dire. C'est un flic aussi dur à cuire qu'il est névrosé, c'est-à-dire beaucoup, dévasté par la mort de sa fille, qui trouve une repentance dans sa vocation à la police criminelle. Selon certaines sources, McConaughey était tellement emballé à l'idée d'avoir le rôle qu'il aurait écrit un véritable mémoire sur l'évolution de son personnage. Le mec, il a préparé une putain de thèse pour préparer son rôle, quoi. Il a posé son dos. Bien que cynique, c'est un personnage extrêmement droit. Et la combinaison des deux rend le trope du flic contre sa hiérarchie parfois franchement drôle. C'est la contradiction principale du personnage. Il voudrait s'en foutre et il donne l'impression d'être désespéré, mais en vrai il peut pas s'empêcher d'être sensible au mal qu'il constate. J'ai trouvé une citation de Pizzolato qui aurait dit « Cole est le pire nihiliste au monde », dans le sens il est mauvais dans son boulot de nihiliste. Le nihilisme est une notion philosophique complexe. Et comme toutes les notions philosophiques complexes, elle l'est d'autant plus que chaque auteur l'utilise dans un sens légèrement différent. Mais ça va avec le relativisme radical. L'idée que les faits n'ont aucune valeur morale et qu'il est impossible de hiérarchiser les actions en fonction de ce qui est bien ou mal. Pour éclaircir le sujet, je cite les 3 lois de Gorgias, un des premiers nihilistes. 1. Rien n'existe. 2. Si quelque chose existe, ce quelque chose ne saurait être appréhendé et encore moins connu par l'homme. Mais c'est super ça! 3. Même s'il l'était, son appréhension ne serait pas communicable à autrui. Et ça résume assez bien le positionnement de Cole durant une bonne partie de la série, quand il est interrogé vieux notamment. Il n'hésite pas à partir dans des tirades sur le fait que le soi et l'humain n'existent pas, qu'il n'y a rien à espérer, etc. Et pourtant, il ne peut pas s'empêcher d'enquêter sur ces morts. Il serait stupide de voir en Ross Cole une figure de héros comme de salaud. C'est un personnage traversé par des contradictions complexes et qui plus est, a différentes visions en fonction de la période de la vie à laquelle on le regarde. D'une certaine façon, il est l'opposé d'un autre personnage culte du nihilisme postmoderne dans la culture populaire, Rick Sanchez dans la série Rick and Morty. Mais pas repris par des edgelords. Qui sait, peut-être qu'il faut un QI immense pour comprendre True Detective. Mais Cole n'est pas le seul personnage principal de True Detective saison 1, et on a tendance à l'oublier. We all fit a certain category. The bully, the charmer, the surrogate dad, the man possessed by ungovernable rage, the brain. And any of those types could be a good detective, and any of those types could be an incompetent shitheel. Which type were you? Oh, I was just a regular type dude with a big ass dick. Martin Eric Hart, interprété par Woody Harrelson, vous savez ce gars dans Hunger Games, dans La planète des singes, et dans ce gif où il s'essuie les larmes avec des billets. C'est un personnage moins immédiatement charismatique que son partenaire, mais qui porte lui aussi son lot de complexité qui le rend fascinant. Contrairement à Rust, Marty est une figure conformiste de l'American Way of Life. Il vit dans une maison de banlieue avec sa femme et ses 2 filles, a une bonne position dans la brigade criminelle, sort le soir boire des bières avec ses collègues le dimanche, il emmène ses enfants à la pêche chez sa belle famille qui trouve que c'était mieux avant. Bref, un sommet de normalité. Le problème, c'est que Marty est... Comment dire ça ? Un gros con. Il trompe sa femme avec une greffière de 20 ans de moins que lui, déjà ça c'est pas cool, mais il a aussi tendance à vouloir posséder les femmes de son entourage, se prétendant dans son bon droit de chef de famille, allant jusqu'à reprocher avec la fille avec laquelle il trompe sa femme d'avoir d'autres partenaires. Bien que censé incarner la norme, au contraire de Cole, qui s'exclut lui-même de tout contexte social, il est un homme médiocre, lâche et égoïste, incapable de comprendre les aspirations des gens autour de lui, et pour qui la première réponse est souvent la violence.
Mesdames et messieurs, notre binôme de protagonistes. La contradiction de Hart, c'est qu'il se voit comme la figure de raison dans le duo, alors qu'il est en réalité des plus impulsifs, ce qui va poser des problèmes à notre binôme, nous verrons ça plus tard. Hart est incapable de voir quand le mal s'attaque à ses proches, que ce soit sa femme ou ses 2 filles, dont il est d'ailleurs fortement suggéré que l'une d'entre elles a subi un trauma dans son enfance. Sa femme Maggie, jouée par Michelle Monaghan, représente la véritable norme que Marty aspire à être mais n'arrive pas. Sans pour autant jouer le rôle d'une boussole morale que devraient suivre les protagonistes, elle est plutôt ce qui leur a échappé. You'll do this again. Time is a flat circle. I said, Nate, you shut the fuck up. Dans le premier épisode de la série, Marty et Russ sont envoyés enquêter sur un cadavre mis en scène dans un champ, celui de Dora Lange. L'enquête nous est racontée 15 ans plus tard par les 2 ex-policiers vieillissants qui ne se sont plus vus depuis longtemps alors qu'un cas similaire a éclaté. L'affaire étant pourtant considérée comme close. Bien vite, il est clair que le nouveau duo d'inspecteurs Gilbuch et Papadia soupçonne Cole d'avoir falsifié l'enquête et d'être le véritable responsable de ces meurtres. Avançant trop lentement pour leur hiérarchie, qui menace de leur retirer l'enquête au profit d'un nouveau corps sur les crimes antichrétiens, lancé à l'initiative du révérend Tuttle, cousin du gouverneur de Louisiane, ils obtiennent finalement les pistes. Le meurtrier serait Reginald Ledoux, qui avait pourtant l'air si sympathique au premier abord. Un ancien compagnon de cellule du mari de Dora, qui fabrique de la drogue de synthèse pour un gang de bikers. A partir de là, alors qu'ils sont au fond du trou personnellement, ils s'infiltrent dans le gang, capturent leur chef lors d'une scène d'action en un seul plan qui aura énormément marqué l'audience, et apprennent la localisation du laboratoire de Ledoux. Nous sommes alors seulement à la moitié de la série. Et pourtant, la confrontation finale semble proche. Et puis devrait advenir ce qu'on nous annonce depuis plusieurs épisodes, la grosse fusillade entre les 2 flics et les cousins Ledoux. Mais cette fusillade, elle n'arrive pas. Elle est racontée pourtant par Hart et Cole de manière très convaincante, mais nous spectateurs avons accès à la réalité diégétique de ce qu'il s'est passé 17 ans avant leur interrogatoire. Les 2 flics parviennent sans embûche jusqu'au ranch où vivent ces charmants personnages, et sont sur le point d'arrêter Reggie Ledoux, qui les laisse plus ou moins faire. Mais Marty voit quelque chose dans la grange, et vous vous souvenez quand je vous disais qu'il essayait d'être la voix de la raison alors qu'il était le plus impulsif ? Eh bien... Sur le coup, ça pose pas vraiment problème. Le duo invente une histoire, sauve la gamine qui était enfermée dans la grange, et deviennent des héros. Marty est promu et se remet avec sa femme, Rust est décoré et sort quelque temps de son cynisme, et le monde est délesté de 2 infâmes salopards. Et pourtant, quelque chose cloche. C'était comme annoncé par Reggie juste avant sa mort, ils retourneront à Carcosa. En effet, quelques années plus tard, Cole est pris d'un doute, quand lors d'un interrogatoire, un prévenu essaye de négocier et semble disposer d'informations plus confidentielles. I'll tell you about the Yellow King. Cela le mène à vouloir relancer l'enquête de son côté, alors que tout lui indique que c'est une mauvaise idée et qu'il n'y gagnerait rien. Ça crée des tensions entre lui et Marty, qui rechute dans l'infidélité, mais ses doutes sont confirmés alors qu'il va voir la jeune fille qu'ils ont sauvée des Ledoux, qui sort un temps de son mutisme pour lui confirmer qu'il y avait d'autres méchants dans l'équation, dont le pire, un homme avec des cicatrices sur la mâchoire. Ah, et le mec qui s'apprêtait à tout balancer se tue mystérieusement. Un suicide de prisonnier qui empêche d'arrêter un groupe de puissants aux motivations pédocriminelles. Ça arrive que dans la fiction, ça. Rust est convaincu qu'ils se sont attaqués à un réseau bien plus important qu'il ne l'aurait cru, et qu'il comprend le gouverneur Tuttle et son cousin le révérend. Mais du coup, on s'est beaucoup attardé sur les héros de cette histoire, mais qui en sont les méchants ? Qui est le roi en jaune ? A la base, Le Roi en jaune est un recueil de nouvelles de Robert W. Chambers, publié en 1895 et dont la première partie, constituée de 4 histoires courtes, est un des piliers fondateurs de l'horreur cosmique. Les intrigues de cette nouvelle tournent autour d'une pièce de théâtre dont le contenu du 2e acte rendrait fou quiconque y assisterait de par les insupportables révélations qu'il contiendrait. On sait évidemment peu de choses sur le contenu de la pièce en lui-même, si ce n'est qu'il y ait un personnage éponyme dont le visage est caché d'un voile de soie jaune, et qu'il se situe dans la ville fictive de Carcosa. De nombreuses références au livre sont plus ou moins cachées dans la série de Pizzolato, parfois de manière explicite, mais aussi plus subtile, comme le reflet du soleil sur les eaux du bayou qui forment les soleils jumeaux dont parle l'exergue du recueil de Chambers. Il y a pourtant une différence de taille entre True Detective et Le Roi en jaune et ses héritiers directs. À aucun moment dans les 8 épisodes, il n'y a de fantastique directement. Il y a bien les visions de Rust, mais celles-ci sont expliquées comme étant des retours d'acide dus à ces trop longues périodes d'infiltration chez les trafiquants. Car ce qui fait peur dans la saison 1 de True Detective, ce ne sont pas les entités surnaturelles qui dépassent notre compréhension. Ce qui fait peur, ce sont les hommes, ce sont les cultistes.
Les cultistes sont une figure récurrente de l'imaginaire de l'horreur cosmique, et pourtant leur cas est souvent sous-traité. Par exemple, dans le mythologique de H.P. Lovecraft, l'écrivain qui a popularisé le genre, mais pas inventé puisqu'il avait 5 ans quand est sorti Le Roi en jaune. Il y a ces entités qui font même pas attention à l'homme, pour qui leurs motivations sont au-delà de la compréhension. Et pourtant, ils ont des cultes qui les servent. Et j'avoue, je comprends pas trop pourquoi. Quel est l'intérêt des cultistes à révérer une divinité qui ne leur accorde rien et ne s'occupe même pas d'eux ? Bon, après, Lovecraft, il était de notoriété publique, il n'était pas le plus à même à comprendre ses semblables humains, surtout quand il n'était pas blanc. Il y a plein de ressources sur le sujet et d'essais vidéo qui abordent cette problématique, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que chez Lovecraft, les cultistes sont des éléments purement fonctionnels à l'intrigue de ses récits. Au contraire, dans True Detective, la peur vient des gens qui tuent impunément. Dans la première moitié de la série, on nous fait miroiter le tueur comme un déviant, quelqu'un d'extérieur à la société, qui plus est souvent représenté comme un laissé-pour-compte. Un fou, un gangster, un dealer, bref, un marginal, un monstre. Cependant, ce qu'on découvre dans la seconde moitié, c'est que ce réseau de criminels va bien plus loin, et qu'il implique des gens tout à fait installés dans la société, en particulier la famille Tuttle, dont le chef Edwin est gouverneur de Louisiane. On ne le verra d'ailleurs jamais, comme si c'était lui la divinité maléfique qui règne sur ce monde désolé. Son cousin Billy Lee Tuttle est un pasteur bien sous tout rapport qui fait œuvre de charité en ouvrant des écoles, qui sont en fait des façades pour des activités religieuses que je qualifierais humblement de déviantes. On différencie ici la foi, le fait de croire en des valeurs spirituelles, et l'église, qui est l'institutionnalisation des pratiques religieuses, et qui n'est pas montrée sous son meilleur jour ici. Je pense notamment à ce prédicateur qui est sincère mais qui se retrouve au fond du gouffre quand il décide de révéler ce qu'il se passe vraiment dans les écoles Tuttle. Et bah c'est pas à Pau qu'on verrait ça. Et puis on a les autres. Ceux qui ne veulent pas voir. And you know what? I thought Batman it was a dream too. No, I don't think it was a dream. Le fait de choisir de voir ou non est central dans ce récit. L'expression « True Detective » peut vouloir dire cela, des gens qui décident d'affronter l'horreur d'une situation pour en faire surgir la vérité, aussi cruelle soit-elle, ce qui est le canevas de toutes les saisons de l'anthologie. Car la vérité, les gens ne veulent pas la voir, à commencer par la police que Hart et Cole sont contraints de quitter pour pouvoir effectuer leur mission correctement. Puis viennent ceux qui tirent un avantage de la situation et choisissent donc de ne pas fouiller, comme ce shérif. D'ailleurs, pause. On va forcément me dire que je ne fais que des éloges à cette série, et que rien n'est parfait, donc voici le moment d'aborder un point négatif. Il faut l'avouer, regarder True Detective demande un certain effort mental afin de bien retenir toutes les informations, et ça à la limite je peux passer outre. Par contre je peux pas enlever qu'il y a des moments carrément abusés. Genre là dans l'épisode 7, on nous dit que le nouveau shérif c'est Steve Garassi, que tout le monde a l'air de savoir qui est Steve Garassi et d'avoir un avis dessus, et nous spectateurs on est censés se souvenir que Steve Garassi c'est ce mec, ce flic, avec qui Russ se bat dans un bref moment de l'épisode 1. Pizzolato en demande parfois beaucoup à ses spectateurs, genre là on nous demande de nous souvenir d'un personnage dont le nom n'avait jamais été prononcé avant. Alors soyez prévenus, si vous voulez regarder True Detective, regardez-le vraiment. Ça va avec le thème de la série en plus. Là encore ça va, mais ce problème sera grandement accentué dans les saisons suivantes, dont on parlera dans une autre parenthèse un peu après. Ah aussi, je trouve que l'épisode 4, celui avec les bikers, c'est la scène d'action en plan séquence, elle est un peu inutile d'un point de vue dramaturgique, on aurait pu s'en passer, ça fait un peu remplissage, malgré son côté techniquement impressionnant, et il fallait que je le dise quelque part. Retour à la vidéo. Le shérif Garassi donc, que Hart et Cole revoient âgé après leurs auditions par la police, quand ils sont convaincus qu'un réseau de cultistes pédocriminels est responsable de ces meurtres et disparitions. Ils sont confirmés par des VHS retrouvés par Rust chez le révérend Tuttle, qui est mystérieusement mort quelques semaines après. Il est clair que Garassi sait plus ou moins quelque chose, mais il ne cherche pas à en comprendre plus, même quand les disparitions d'enfants sont évoquées, jusqu'à ce que nos personnages principaux ne le forcent à assister aux conséquences de ses actions. Si Hart et Cole sont des héros, ce ne sont pas parce qu'ils représentent une forme de vertu absolue, mais parce qu'ils ont accepté de s'occuper de ce sale boulot alors que les autres choisissaient de ne pas voir le problème, malgré le fait que cette lutte leur ait coûté des années d'errance. Ce sont des Antigones des temps modernes. Avant de passer à ma conclusion, il me semblait important de rappeler que True Detective ne se limite pas à une seule saison de 8 épisodes. La série en possède en fait 4, liés thématiquement, mais chacun avec des personnages différents, une histoire à part, et dans un état des États-Unis différent. Aucune des 3 saisons suivantes n'arrive à la cheville de la première, mais ce sont quand même des thrillers bien ficelés qui possèdent des qualités qui vaut le coup d'être vus. Je vais donc les passer brièvement en revue ici. La saison 2 était largement décriée à sa sortie, mais je pense que c'est surtout le gap avec l'histoire de Rust et Marty qui a choqué. Elle délaisse les environnements ruraux de la Louisiane pour la ville industrielle fictive de Vinci, en Californie. On y suit 3 flics de corps différents de la police,
dont un corrompu joué par Colin Farrell, ainsi qu'un gangster cherchant la rédemption, tous les 4 s'alliant pour retrouver les meurtriers de Ben Casper, un notable dont la mort semble être liée, je vous le donne en mille, à une conspiration politicienne. À mes yeux, son principal défaut est d'avoir le cul entre deux chaises vis-à-vis de son héritage. Certains aspects sont radicalement différents de la première saison, tandis que d'autres sont identiques, notamment la structure narrative. On y retrouve carrément le morceau de bravoure d'action à la fin de l'épisode 4. Les personnages, peut-être trop nombreux, ne sont pas aussi charismatiques que Hart et Cole, mais je pense pour le coup que c'est volontaire de s'éloigner de l'imagerie iconique. Je ne pense pas que cette saison soit l'infamie que beaucoup présentent, et je la tiens pour la plus strictement divertissante des histoires de True Detective. Puis le personnage de Frank est magistralement interprété par Vince Vaughn, à la base un acteur de comédie que je trouve impérial dans ses rôles tragiques. Toujours écrite par Pizzolato, la saison 3 se situe en Oklahoma et suit Wayne Hayes, interprété par Mahershala Ali, dans une enquête sur 30 ans pour retrouver une fillette disparue. Le tout dans une narration non linéaire. Si vous vous souvenez de ce que je disais sur la complicité des intrigues, ici les potards sont à 11. On y suit le même personnage sur au moins 3 timelines différentes, avec des révélations constantes et des détails que tu n'as pas intérêt à oublier. Même si c'est la saison que j'aime le moins, il lui faut reconnaître des moments ultra marquants, genre ce plan qui est juste glaçant, et aussi la présence pour la première fois d'un personnage principal vraiment sympathique en la personne de Roland West. Enfin, on a eu récemment le droit à une saison 4, sous-titrée Night Country, qui se passe en Alaska avec Jodie Foster, et qui est notable par le fait que le showrunner n'est plus Nick Pizzolato mais la réalisatrice mexicaine Issa Lopez, qui prend soin de tendre un miroir inversé à la première histoire. Personnage féminin, irruption concrète du spirituel, cette saison fait parfois un peu trop, genre y a pas une victime mais tout un groupe trouvé nu dans la glace avec des langues arrachées et tout, mais elle est passionnante dans sa subversion des attentes du spectateur. Et puis y a Pete. Pete est adorable. Je suis désolé, je milite désormais pour qu'on ne l'inclue pas dans la cab. Voici en gros ce que je pense de l'intégralité du projet artistique True Detective. C'est un bilan globalement positif, bien qu'on pouvait avoir des attentes très hautes à cause de la première saison, ou grâce à la première saison. Dans le dernier épisode, on apprend enfin que le vrai tueur est Errol Childress, un enfant illégitime d'une branche cadette des Tuttle/Ledoux, qui sert de prophète à la secte du roi en jaune, prétendant que chaque meurtre l'approche de son apothéose, et qui aussi garde le cadavre séché de son père dans la grange. Il est finalement approché par Marty et Rust qui comprennent dès leur arrivée que quelque chose cloche. En philosophie théologique, on dit qu'il y a le problème du mal. Il part des principes suivants. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, pourquoi permet-il l'existence du mal? C'est une question qui a plusieurs millénaires d'existence et qui ne se limite pas qu'à la scolastique chrétienne. Une des réponses modernes en est le nihilisme justement, mais il y a plusieurs types de nihilisme. On dirait le début d'un podcast genre je sais pas si vous avez remarqué, mais les nihilistes ils sont relous en soirée. Celui qui ronge Rust peu à peu est un nihilisme passif. C'est l'idée que rien n'a d'importance, que le mal existera toujours, et que ça sert à rien d'essayer de lutter, puisque de toute façon les religions ou les codes moraux sont des illusions. Et une fois qu'on a compris ça, on sombre dans le désespoir. Pourtant, on l'avons dit, il continue à réussir à vivre grâce à son travail à la brigade criminelle. Comme il dit lui-même, il faut bien des salauds comme nous pour chasser d'encore plus gros salauds. Mais Errol Childress est un autre type de nihiliste. Lui, il se dit que puisque la vie n'a aucune valeur, alors tuer, c'est pas si grave. Et même, ça peut être une bonne chose en fonction de ses croyances religieuses. Son orgueil en a fait un monstre, et Rust et Marty trouvent la rédemption et un sens en se révoltant contre cette figure maléfique. Ainsi, pendant que Marty se cherche de trouver un téléphone pour prévenir la police face à la femme/sœur/cousine d'Errol, Rust traque celui-ci dans Carcosa, un bâtiment labyrinthique, visiblement lieu saint pour la secte. Errol le nargue, sa connaissance de l'endroit lui permettant de se cacher tout en faisant porter sa voix pour mieux tourmenter celui qu'il considère comme un témoin de son ascension. Soudain, une des visions de Rust survient et le déconcentre quelque temps, permettant au meurtrier de le blesser. S'ensuit un combat désespéré, Marty intervient à temps, Errol est tué, laissant les 2 flics grièvement blessés, dans ce qui est sûrement un des plans les plus beaux et évocateurs de la série. La conclusion de True Detective saison 1 est bouleversante et pleine d'espoir. On voit nos personnages profondément changés par ce qui leur est arrivé. Marty trouve une sorte de sérénité entouré de sa famille et il s'occupe de Rust, avec qui il a noué une amitié que l'on comprend sincère et durable. Ce dernier, qui était jusque-là tout à fait impassible, finit par pleurer tout ce qui lui est arrivé et comprend qu'on peut continuer à vivre même si on ne peut pas éradiquer le mal. Après tout, Edwin Tuttle est encore gouverneur et il a réussi à effacer les traces qui le liaient à cette affaire. Mais ils comprennent qu'ils ont fait leur part du boulot. Puis il y a ce dialogue auquel aucun de mes mots ne saurait rendre justice. It's just one story. The oldest. What's that? Light versus dark. Well, I know we ain't in Alaska, but
Appears to me that the dark has a lot more territory. You know, you're looking at her on the sky thing. How's that? Well, once there was only dark. Yes, any lights went it. Même si Nick Pizzolatto n'est pas un génie, après tout il n'a à ma connaissance pas sorti grand chose après la saison 3 de True Detective, il a quand même réussi à produire une histoire qui me touche et je l'en remercie pour cela. Sous ses grands airs, True Detective nous apprend simplement que la connexion aux autres et la révolte peut faire du bien au monde. C'était Skull Kid, merci de m'avoir suivi dans les bois perdus. The bitter taste, the hidden face of the lost